Ça, c'est pas un stylo, c'est un médicament prescrit contre le diabète de type 2, l'Ozempic. À l'intérieur, on retrouve un sacré cocktail, dont un truc, le GLP-1, une hormone que produit notre intestin après un bon repas. Alors, chez les diabétiques, la présence de cette hormone de synthèse aide le pancréas à libérer plus d'insuline. Le truc, c'est que le GLP-1 a d'autres effets sur le corps, dont un qui va particulièrement nous intéresser. Il augmente la satiété. C'est d'ailleurs l'un des effets secondaires de l'Ozempic, c'est un coupe-faim. L'utilisation détournée du médicament va carrément causer des pénuries pour les personnes qui sont vraiment atteintes du diabète. Des personnes sans diabète le prennent simplement pour perdre quelques kilos. Une période compliquée pour ceux qui sont en conflit avec leur balance, de quoi basculer dans la folie de l'Ozempic. Il est question de santé publique mondiale. Les stars d'Hollywood en raffolent, les influenceurs l'adulent sur TikTok. Hey guys, so it is injection time. Ozempic is bad. It's not bad. This is my body now, and I'll take it. I didn't think that would happen to me because I was only on it for a year. C'est juste un produit super dangereux pour moi, en fait, maintenant. Alors, est-ce qu'on se dirige vers un scandale sanitaire mondial? En fait, ce qui est fou avec cette histoire, c'est qu'on connaît déjà la fin. Un antidiabétique prescrit comme un coupe-faim sans trop connaître les conséquences ou en les cachant, ça rappelle un scénario qui s'est déroulé il y a quelques années et dont les conséquences sont encore bien réelles à l'ère de l'Ozempic. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un scandale sanitaire français qui a plus de 30 ans et qui pourtant est étrangement actuel. 2684 parties civiles, 376 avocats, 14 prévenus et 11 personnes morales qui comparaissent pour tromperie aggravée, homicide, blessure involontaire, escroquerie et trafic d'influence. Un procès hors norme, le plus important que la France ait connu en matière de santé publique depuis l'affaire du sang contaminé. Salut, je m'appelle Antoine, j'ai 27 ans, je suis chercheur au MIT et à côté de ça, avec mon équipe, on vous propose des vidéos de vulgarisation scientifique sur YouTube. Donc si ça vous parle, je vous invite à vous abonner. Plus il y a de monde ici et plus on peut faire tourner le studio avec des sponsors pour vous proposer de la belle vulgarisation scientifique, de beaux documentaires et c'est un cercle vertueux en fait. Donc allez hop, on s'abonne en bas et justement, donnez-moi une seconde pour que je vous parle du sponsor de cette vidéo, Mammut AI. Mammut AI, c'est une plateforme qui réunit les grands modèles d'intelligence artificielle. Moi, je m'en sers pour la recherche, mais ça sert aussi pour l'écriture, pour analyser des documents, pour générer des images ou des vidéos. En fait, un unique abonnement te permet de ne plus switcher entre les plateformes. Et ça te permet d'économiser des sous puisque tu as tout ça à partir de 10 € par mois. Quand on prépare des gros épisodes, comme celui que vous allez regarder, on passe des heures et des heures à faire de la recherche, à lire des infos hyper spécifiques dans des montagnes de pages de recherche, à trouver les articles les plus pertinents. Et en fait, grâce à Mammut AI, on a une seule interface pour plusieurs gros modèles comme Claude, GPT, Mistral, Gemini, Grok, DeepSeek, Perplexity, Flux, Nano Banana ou Recraft avec un seul abonnement. Concrètement, au lieu de dépendre d'un seul outil, en fait, tu peux reprompter en un clic vers un autre modèle pour comparer les réponses. En plus, les nouvelles versions des modèles sont ajoutées au fil des sorties, donc fini les prises de tête, tu restes à jour sans changer d'interface tous les 4 matins. On peut même carrément créer des mammouths personnalisés, des espaces avec leurs propres consignes. Lui, par exemple, il m'aide à uniquement diguer de la littérature scientifique. Et vu que c'est un outil sur lequel on met nos documents de travail, on rigole pas avec la confidentialité. Nos contenus ne sont pas utilisés pour entraîner des modèles et on peut supprimer notre historique à tout moment. Mammut est basé à Paris et leurs serveurs sont en Allemagne. Donc si vous pensez qu'à vous aussi, ça peut vous faire gagner pas mal de temps dans votre travail, vos études ou vos projets perso, le lien est en description et en commentaire épinglé. Ce bruit, c'est celui des valves cardiaques artificielles. Ce tic-tac incessant provoqué par les clapets en titane des valves accompagne aujourd'hui des milliers de personnes. Des milliers de victimes d'un laboratoire pharmaceutique qui, en connaissance de cause, a prescrit un coupe-faim tueur en le faisant passer pour un antidiabétique. Aujourd'hui, encore, les gens meurent de cette fraude médicale. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter comment une pneumologue de Brest a dévoilé les manœuvres d'un géant d'une des industries les plus prolifiques au monde. Et comment ce scandale de santé publique a mis en lumière les failles de notre système de santé. Aujourd'hui, je vous raconte l'affaire du Mediator. Notre histoire commence en 1990. Irène Frachon est docteure depuis 2 ans et après ses exigeantes années d'études en médecine sur les bancs de l'Université de Nantes, elle commence enfin interne à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart.
elle vient d'y rejoindre l'équipe de pneumologie dirigée par le professeur Pierre Duroux. Le professeur Duroux, il est spécialiste de la maladie asthmatique, de l'embolie pulmonaire et puis d'une troisième pathologie bien plus rare mais terrible, l'hypertension artérielle pulmonaire, l'HTAP. Cette maladie a connu sa funeste heure de gloire dans les années 60 avec une épidémie mortelle qui touche étrangement une même cible, les jeunes femmes en surpoids. Toutes ces victimes ont un point commun, la prise d'un médicament, un coupe-faim, l'aminorex, un dérivé d'amphétamine. Le principe, c'est que la molécule agit comme un stimulant du système nerveux central, ça donne un bon coup de boost et surtout, ça diminue l'appétit. Donc l'aminorex est prescrit comme coupe-faim pour lutter contre l'obésité. D'ailleurs, si on s'intéresse à sa nomenclature, le suffixe orex annonce la couleur. C'est dérivé du grec orexis, ça veut dire l'appétit ou le désir. Donc en général, les molécules avec ce suffixe, elles inhibent l'appétit des consommateurs. Bon, c'est un peu technique, mais cette molécule, elle entre dans la catégorie des anorexigènes, ceux que l'on appelle plus communément les coupes-faim. En fait, ce mot, il est vraiment central. Ça fait maintenant plus d'1 siècle que l'industrie pharmaceutique cherche des molécules capables de jouer avec l'appétit. Et ça se fait au prix de vie humaine. Dans les années 60, ce sont des dérivés d'amphétamine. Aujourd'hui, ce sont d'autres voies biologiques, comme le GLP-1, l'hormone ciblée par l'Ozempic. Alors, les molécules ont changé, les mécanismes aussi, mais le fantasme, lui, il est resté. Contrôler la faim avec une molécule. Le souci avec ce coupe-faim, c'est qu'avec le temps, ces consommatrices ont vu la pression artérielle au niveau de leurs artères pulmonaires augmenter. Et c'est ça qu'on appelle l'HTAP. Les artères pulmonaires, ce sont celles qui relient le cœur avec les poumons. C'est pas cool parce que le ventricule droit du cœur doit mettre les bouchées doubles pour envoyer le sang jusqu'aux poumons. Donc forcément, ça l'affaiblit et ça conduit à une insuffisance cardiaque. Quand le cœur fait mal son taf, le sang atteint moins efficacement les poumons et forcément, il est moins oxygéné. Cette hypoxie, ce manque d'oxygène, peut affecter pas mal d'organes vitaux, comme le cerveau par exemple. Et comme si ça ne suffisait pas, sous la pression trop élevée, certains vaisseaux pulmonaires peuvent se rompre, entraînant des saignements dans les poumons. Bref, c'est la mort par étouffement progressif, pas ouf. Pour s'en sortir, une greffe des 2 poumons si c'est diagnostiqué assez tôt, sinon ajoutez-y le cœur. Heureusement, cette maladie est rarissime. On dit que c'est une maladie orpheline. Orpheline parce qu'elle ne touche que très peu de personnes, mais aussi parce que orpheline de traitement. Le schéma est assez simple. Peu de malades, donc peu de recherches pour trouver des thérapies, car assez peu d'intérêt économique pour les laboratoires. Donc l'HTAP à l'époque, personne n'y prête vraiment attention. Personne, sauf cette petite équipe de l'hôpital de Clamart, qu'Irène vient de rejoindre. Depuis qu'elle fait partie de l'équipe de Beckler, Irène voit défiler dans son service de pneumologie de plus en plus de femmes atteintes d'HTAP. Beaucoup de ces malades ont suivi une cure d'amaigrissement au moyen d'un médicament, un coupe-faim commercialisé depuis 1985, l'Isoméride. À l'époque déjà, les complications liées au surpoids commencent à inquiéter les responsables de santé publique. Alors, quand il s'agit de perdre quelques kilos, l'Isoméride est prescrit de partout, non seulement pour les obèses, mais aussi des fois juste après une maternité ou pour préparer son summer body. Le principe actif de l'Isoméride appartient à une famille de molécules appelée fenfluramine, une famille cousine des amphétamines qui, elles aussi, ont un effet anorexigène. Finalement, ce sont plus de 7 millions de Français qui consommeront de l'Isoméride pour perdre quelques kilos sans effort. Et derrière ce produit miracle, il y a un laboratoire, Servier. Mais on aura l'occasion d'en reparler. C'est un procès titanesque, hors norme. Un des plus grands scandales sanitaires de ces dernières décennies. Celui qui s'ouvre aujourd'hui, le procès de ce médicament, le Mediator. Ce médicament des laboratoires Servier prescrit comme un coupe-faim avant d'être retiré du marché en 2009. Le médicament a été reconnu comme responsable de la mort d'au moins 500 personnes. 2684 victimes se sont portées partie civile. Sur le banc des prévenus cet après-midi, le laboratoire, mais aussi l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et puis les victimes et les proches qui veulent comprendre pourquoi on a laissé ce médicament aussi longtemps sur le marché. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec cet Isoméride ? Pourquoi est-ce que ces consommateurs s'entassent sur des lits d'hôpital ? Et est-ce qu'il y a vraiment un lien entre ce médicament et l'hypertension artérielle pulmonaire ? Bon, en tout cas, les pneumologues de l'hôpital de Clamart alertent en déclarant leur cas d'HTAP. Une étude est commandée pour corréler statistiquement le lien entre consommation d'Isoméride et HTAP. Cette étude, elle est dirigée par ce gars, le professeur Lucien Abenaïm, un épidémiologiste québécois. On parle d'une étude K
témoins. 93 malades de l'HTAP sont interrogés sur leur traitement antérieur et pour chacun de ces malades, 4 personnes non malades du même âge, du même sexe et venant du même endroit sont interrogées et servent de témoins. Et en fait, dès les analyses intermédiaires qui sont faites avant même la fin de l'étude, l'équipe du professeur Abenaïm se rend compte que le risque de développer une HTAP est 23 fois plus élevé pour une personne ayant pris plus de 3 mois de traitement. Ça donne une personne sur 10 000 ayant consommé le médicament. Alors, dit comme ça peut paraître peu, mais je vous rappelle que c'est des millions de boîtes qui sont vendues chaque année. C'est quasiment le Doliprane le truc. Alors forcément, ce qui devait arriver arriva et sa prescription est restreinte. L'isoméride n'est donnée qu'à l'hôpital et uniquement pour les personnes dans des cas d'obésité grave. Sacré coup de frein pour le coupe-faim, alors Servier change de stratégie. Le marché est énorme et avec sa molécule, le laboratoire va inonder le marché américain avec de l'isoméride rebrandé sous le nom Redox. Malgré les doutes côté français, le Redox est quand même validé par la prestigieuse FDA, la Food and Drug Administration, qui étrangement est connue pour être intransigeante. Peut-être que 2 experts de la FDA ont oublié de mentionner leur intérêt commun avec le laboratoire Servier, mais c'est peut-être juste une coïncidence. Mais ça, à l'époque, on ne le sait pas encore. Et dès juin 1996, je vous rappelle que c'est le mois du Summer Body, 5 millions d'Américains consomment le Redox dans l'espoir de perdre du poids. En 8 mois, ça représente un chiffre d'affaires de 250 millions de dollars. Et là, vous le voyez venir. Une chirurgienne américaine, Heidi Connolly, constate des liaisons rarissimes des valves du cœur chez plusieurs Américaines obèses. On parle de valvulopathie, une pathologie beaucoup trop rare pour qu'une telle proportion soit qu'un seul fruit du hasard. Il y a anguille sous roche. Alors on s'interroge, on enquête. C'est quoi le point commun entre toutes ces femmes ? Eh ben, elles ont toutes consommé le produit miracle distribué par Servier sur le sol américain. Les travaux qui suivent ont été faits à l'américaine, avec des analyses à grande échelle sur des patients juste après qu'ils arrêtent le traitement. Et en plus de ça, il y a aussi des études plus théoriques en labo pour montrer les mécaniques moléculaires qui expliquent cette toxicité. Bon, et forcément, cette découverte marque un coup d'arrêt brutal à la commercialisation de la pilule. Et l'Europe, et donc la France, s'aligne. Ça y est, c'est fini les conneries, on arrête les coupe-fins dérivés d'amphétamines, ils sont tous retirés du marché. Mais la commission laisse malgré tout le Mediator sur le marché, en dépit des risques connus. Une décision importante en matière de santé publique et qui intéressera tous ceux qui ont eu recours à des coupes-fins pour tenter de maigrir. La Cour de cassation a confirmé la condamnation d'un laboratoire qui fabriquait l'un de ces médicaments, l'isoméride. Une femme avait porté plainte parce que le traitement avait provoqué une hypertension artérielle pulmonaire. Elle avait dû subir une greffe des 2 poumons et une opération du cœur. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce coupe-fin ? Pourquoi est-ce qu'il est aussi toxique ? Quand on consomme de l'isoméride, une substance apparaît dans le sang, la norphenfluramine. Elle se fixe sur certains récepteurs membraniques, des récepteurs particulièrement nombreux à la surface des valves du cœur. Et au fur et à mesure que cette substance se fixe aux récepteurs, on assiste à tout plein de réactions qui conduisent au dépôt d'une couche blanchâtre qui recouvre les valves. Et elle va les contracter et les déformer. Et cette même substance semble aussi à l'origine des mécanismes conduisant à l'installation d'une HTAP. Alors, quand en 1999, tous les coupes-fins sont interdits en France, tout le monde souffle et se dit « bon débarras ». Cette histoire nous a appris une chose, on n'est pas prêt de reproduire la même erreur. La leçon semble avoir été retenue, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Pas si sûr. Comment, malgré des alertes répétées, a-t-on pu laisser sur le marché un médicament dangereux pendant 33 ans ? Un nouveau procès, un nouveau marathon judiciaire s'ouvre aujourd'hui devant la Cour d'appel de Paris pour le laboratoire Servier. C'est toujours la même affaire, celle du Mediator, cet antidiabétique utilisé comme coupe-fin à l'origine de près de 2000 décès. Trois ans avant l'interdiction des anoxygènes sur le sol français, Irène faisait ses adieux à l'hôpital Béclair. Elle quitte la région parisienne et rejoint le CHU de Brest en 1996. Pendant ces années à Clamart, elle s'est forgé un solide réseau en expert de l'HTAP, si bien qu'elle veut monter une unité pour prendre en charge les malades ici, à Brest. Elle peut compter sur ses anciens collègues, mais elle découvre aussi l'aide des labos pharmaceutiques comme Pfizer ou Bayer. Chargé d'élaborer des formules pour contrer les pathologies, il sponsorise la recherche. Irène découvre alors l'ambiguïté de la collaboration avec l'industrie pharmaceutique, qu'elle décrit comme souvent intéressante, parfois dérangeante. En fait, dans le milieu médical, l'industrie pharmaceutique est partout.
Vraiment partout. Ce seront des laboratoires qui sont pour la plupart privés. Ils ont un intérêt économique et dans cette logique de profit, ils font tout ce qu'ils peuvent pour vendre plus. Prescrire, prescrire, prescrire. Leur job, après une rapide formation, c'est de rendre visite aux médecins pour leur vanter les mérites de leur nouvelle formule, souvent accompagnés de cadeaux comme des invitations luxueuses vers des destinations de rêve sous couvert de séminaires. Et pour les médicaments qui ne sont pas remboursés par la Sécu, ça balance des grosses pubs un peu partout dont on connaît les slogans. C'est rentable, les Français sont parmi les plus gros consommateurs de médicaments au monde, alors logiquement, la presse professionnelle médicale de notre pays parle surtout de médicaments. Le rôle de ces magazines est crucial. Leur job, c'est d'assurer le partage de la connaissance médicale, d'informer sur les derniers résultats de la recherche ou sur la mise à jour de pratiques. Le problème, c'est que la plupart de ces revues vivent de la publicité des laboratoires pharmaceutiques, les mêmes qui fabriquent ces médicaments. Partout, sauf dans une salle de rédaction, celle de cette revue indépendante. La revue ne vit que par l'abonnement de ses quelques 30 000 lecteurs. Mais qu'est-ce qu'on y trouve dans cette revue irréductible ? De la critique. Beaucoup de critiques. Grossièrement, il n'est pas rare que quand toute la presse médicale vante les mérites d'un nouveau médicament, Prescrire, eux, l'assassinent. En fait, ce magazine, c'est la bête noire des labos pharmaceutiques. Irène, elle est abonnée à Prescrire, évidemment, et justement, en 2006, son attention est retenue par un encadré. Cette fois-ci, la rédaction peste contre le maintien sur le marché d'une molécule, le Benfluorex, qui fête le 30e anniversaire de sa commercialisation sous le nom qu'Irène connaît bien, le Mediator. Mais qu'est-ce que Prescrire reproche au Mediator ? Le Mediator, c'est un médicament recommandé pour les diabétiques. Prescrire annonce que ce serait un énième cousin de l'isoméride. Pourtant, depuis le scandale américain, toutes les drogues de la famille des amphétes ont été retirées du marché. Mais alors, qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Le Mediator n'a pas l'étiquette d'anorexigène, il serait passé entre les mailles du filet parce qu'étiqueté comme antidiabétique. S'il est là, c'est parce que quand on fait du diabète, c'est souvent bienvenu de perdre quelques kilos. Le Mediator, il est en place, il est posé sur plein d'étagères et Irène le décrit à l'époque comme le médicament qui ne peut pas faire de mal. Il est prescrit par habitude finalement. Depuis sa mise sur le marché, c'est au moins 2 millions de consommateurs et 7 millions de boîtes vendues chaque année. En 2003, à la suite de la découverte d'effets cardiovasculaires graves par l'Agence espagnole du médicament, le laboratoire Servier lui-même retire le Mediator de la vente en Espagne et en Italie. Quoi qu'il en soit, la structure d'Irène tourne plutôt bien et l'HTAP est une maladie de moins en moins orpheline. Des traitements voient le jour et même avec l'interdiction des coupes-fins, les patients continuent d'arriver dans la salle d'attente d'Irène parce que beaucoup de ces patients ont consommé du Mediator avant d'être admis à l'hôpital. Et ces observations confirment ce qu'Irène a lu un peu plus tôt dans Prescrire. Il semble que le Mediator prolonge simplement ce qu'on connaissait avant. Pourtant, à première vue, le Mediator n'a rien en commun avec l'isoméride, si ce n'est qu'il est commercialisé par le même laboratoire, Servier. Ok, là je crois qu'il est temps que je vous parle de Servier. Servier, c'est quoi ? Ou devrait dire, Servier, c'est qui ? Parce que Servier, c'est avant tout un homme, Jacques Servier. Tout commence avec son père, Marcel, qui a l'idée d'ajouter du sirop de framboise à l'huile de foie de morue. À l'époque, on a l'habitude de donner ça aux enfants dont les os sont fragiles, parce que en fait, ça vient souvent de carences, et l'huile de foie de morue, c'est un super complément alimentaire pour combler ces carences. Problème, c'est dégueulasse, mais rien que le nom en fait, l'huile de foie de morue, tu sais que tu vas pas passer un bon moment. Donc le papa de Servier, il se dit, je vais adoucir le truc avec du sirop de framboise. Bête d'idée, les gens s'arrachent la gadoise. La gadoise, c'est le petit nom qu'il lui a donné, c'est déjà plus cool que huile de foie de morue. Mais ne vous y méprenez pas, le papa Servier, c'est avant tout un boss du marketing. Par contre, au soir de la guerre, la morue n'est plus très à la mode et la boîte est au bord de la faillite. Jacques, qui a maintenant 32 ans, la rachète et lance l'année suivante 2 médicaments, un contre l'hypertension, l'autre contre le diabète. Le diabète, ça va être l'un des combats de son entreprise, mais aussi sa poule aux œufs d'or. Pendant les 30 Glorieuses, la maladie se développe à une vitesse inquiétante. Et ça se passe bien. Comme il est tout aussi chaud en communication que son padré, c'est le début d'une grosse success story. Jacques Servier, c'est d'abord une réussite industrielle. Ce petit homme âgé au costume toujours impeccable a fondé un empire pharmaceutique, le 2e laboratoire français. Un laboratoire connu dans le monde entier, mais d'une discrétion absolue. De nouveau médoc en nouveau médoc, l'entreprise grossit, comme le portefeuille de Jacques, qui se glisse dans le top 10 des plus grosses fortunes de France, avec 3,8 milliards d'euros en 2011, d'après Challenge. Il est le créateur et dirige seul son empire. Pas d'associés, pas d'actionnaires. Et pour revenir à notre histoire, le Mediator, c'est l'un de ses fers de lance. Irène, de son côté, elle garde en tête l'avertissement de Prescrire et elle prend en charge de plus en plus de patients qui ont reçu un traitement au Mediator avant de contracter une HTAP. Alors, de son côté, elle se met à faire ses petites recherches sur la molécule du Mediator, le Benfluorex. Mais rien.
pas de lien avec l'HTAP. Les symptômes sont pourtant les mêmes que ceux provoqués par le coupe-faim bien connu, l'isoméride, et sa molécule tueuse, le norfenfluramine. Irène décide de contacter l'équipe d'Antoine Becler, qui se met à bosser avec eux et en particulier déclare tous les cas d'HTAP au service de pharmacovigilance qui les transmettra plus tard à la SFAP. Et malgré ces quelques éléments, globalement, Irène rame. Quel est le lien entre l'isoméride et le Mediator? Est-ce qu'il y en a seulement un, à part le fait qu'ils viennent du même labo? Finalement, elle décide de contacter directement le laboratoire Servier, qui lui répond: en conclusion, Mediator se distingue radicalement des fenfluramines, donc isomérides, en termes de structure chimique et de voie métabolique, que de profil d'efficacité et de tolérance. Information, Servier, avril 2008. Là, Irène pense qu'elle s'est trompée. Pourquoi prescrire par de rapports entre le Mediator et isoméride alors qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'elle devient parano? Est-ce que Servier est en train de lui mentir ouvertement? Ou est-ce qu'effectivement, il n'y a aucun lien? Dans le flou, elle reçoit un appel de sa pote, la docteure Carlan, qui bosse à la pharmacovigilance de Brest. Elle lui dit qu'elle lui envoie un document qui devrait l'intéresser. Et effectivement, c'est très intéressant. On est sur une vieille archive de Servier adressée à l'AFSAP. Dans ce document, Servier parle du Mediator et il annonce qu'il se transforme en plusieurs métabolites. Je sais pas s'il y a besoin d'expliquer, mais les métabolites, c'est un peu les sous-produits d'un médicament dans notre corps. Bon, alors toutes ces métabolites, elles ont des noms bien trop compliqués, mais à côté de l'une d'elles, le S585, quelqu'un a annoté à la main norfenfluramine. Alors ouais, la substance tueuse de l'isoméride, bien planquée sous le nom S585. Irène compare les formules chimiques, les taux mesurés dans le sang, même produit, même ordre de grandeur. Le voilà, le point commun entre l'isoméride et le Mediator, ce métabolite tueur responsable de cette sensation de satiété. Alors comment on en arrive là? Tout commence au début des années 60. Les chimistes de Servier ont beaucoup taffé sur cette famille d'anorexigènes dérivés des amphétamines. Vous savez, le truc dont on parlait au tout début pour perdre du poids. Et de cette recherche, il en est ressorti 3 médicaments coupe-faim. Le Pondéral, sorti en 63, l'isoméride, commercialisé en 85, et le Mediator, qui est lui, commercialisé depuis 1976. Ça, c'est l'isoméride et la structure chimique de sa molécule, la défenfluramine. Et ça, c'est la structure chimique du benfluorex, le principe actif du Mediator. Ouais, on est d'accord, ça se ressemble pas mal. Et maintenant, voici la norfenfluramine, la molécule tueuse, la métabolite libérée par l'isoméride, mais aussi par le Mediator. En fait, ces deux médicaments ont beau être différents, c'est des molécules différentes. Une fois dans notre corps, elles vont être métabolisées dans la même molécule, la norfenfluramine. Mais alors, la grosse question, c'est pourquoi est-ce que le Mediator n'a pas sauté comme les autres en 99 quand on s'est rendu compte de leur dangerosité? C'est ça le truc de fou, la grosse dinguerie de cet épisode, elle est là. Le Mediator, pourtant issu de la même recherche, n'a pas été commercialisé comme coupe-faim, il a été commercialisé comme anti-diabétique. Je cite: sans cette information, comment faire le lien entre l'apparition des maladies des valves du cœur et la consommation d'un inoffensif adjuvant antidiabétique comme le Mediator? Maintenant, Irène sait. Elle doit communiquer cette information à titre d'alerte. En 2008, les réseaux sociaux sont encore balbutiants en France. Alors, pour diffuser l'info dans la communauté scientifique, il y a 2 moyens: les congrès et les revues médicales. Le truc, c'est qu'il faut des preuves, il faut des chiffres. La pneumologue se met à éplucher les dossiers des patients à la recherche de Mediator. Et ça tombe à la pelle. En écumant les listes de malades de l'HTAP et de valvulopathie obèse ou diabétique, un nom revient sur les ordonnances, le Mediator. Vous voyez ce sentiment où vous pensez quelque chose, mais vous espérez dans le fond que vous ayez tort? Je crois que ce soir-là, Irène, elle pense ça. Pourtant, elle a raison. Les chiffres confirment ses doutes et pourtant, elle n'a sous les yeux que les dossiers de Brest. En extrapolant ces chiffres à l'échelle nationale, Irène prend conscience de la catastrophe sanitaire qu'elle vient de découvrir. Un scandale médical qu'elle est seule à voir. Ce soir-là, la pneumologue du CHU de Brest se heurte brutalement à ce qu'elle n'osait pas s'avouer. Cette musique angoissante qui lui tournait dans la tête depuis des mois, d'un coup, s'amplifie. Des gens se noient et personne ne les voit, sauf moi. Cela fait 30 ans. Demain, 300 000 Français vont avaler leur premier comprimé de la journée au petit déjeuner. Aux États-Unis, on s'en souvient, tout était allé très vite. Le Redox cause des problèmes de santé, ça dégage et on indemnise les victimes en milliards. Dans l'Hexagone, en revanche, c'est une autre paire de manches. Laissez-moi vous présenter l'AFSAPS, je vous en ai déjà parlé, c'est l'Agence française de la sécurité sanitaire des produits de santé. C'est eux qui reçoivent les alertes de pharmacovigilance d'Irène. Et si jamais un médicament présente trop de risques, c'est à eux de le retirer du marché. Seulement, les alertes lancées par Irène, ils les ont reçues. Et pourtant, il se passe pas grand-chose. Elle présente ses résultats et annonce dans sa dernière slide qu'il serait temps de penser à retirer le Mediator du marché. Mais ça
ça ne plaît pas. Je cite, on n'interdit pas un médicament comme ça. Alors, ils partent sur une nouvelle étude cas témoin. Le truc, c'est que ces études, elles mettent beaucoup de temps. On repart pour 4 ans de prescription du Mediator. La pneumologue multiplie les allers-retours entre Brest et la salle de réunion parisienne de l'AFSAPS, où elle expose ses arguments face aux professeurs payés par Servier. Après 4 entrevues, le Mediator n'est toujours pas interdit. Les études utilisées par Irène ne sont pas prises au sérieux. C'est là qu'entre en jeu un personnage décisif de l'enquête, celui qu'Irène surnommera le Père Noël. Je parle là d'Alain Veil. Mais alors, pourquoi le Père Noël ? Alain, c'est un médecin de la Sécu. Il est membre du service d'études de la Caisse nationale d'assurance maladie, et ça, c'est cool parce qu'il peut faire des croisements de fichiers. Il se propose pour étudier la toxicité du Mediator à partir des bases de données de millions de patients. Sans surprise, notre Père Noël se rend compte que le Mediator augmente fortement le risque de développer une valvulopathie. On parle au minimum de 150 personnes hospitalisées chaque année. Je cite, « On le saura bien plus tard, le véritable patron de l'agence s'appelle Jacques Servier. » On va découvrir que lors de la formation de cette agence, il y a eu une réunion entre Servier, son pharmacien-chef, et le monsieur Médoc de la France, le directeur de l'agence, le professeur Jean-Michel Alexandre. Conclusion de cette réunion, noir sur blanc, l'agence sera un instrument de l'industrie pharmaceutique française. Cette fois, l'AFSAPS, face à l'étude de la Caisse nationale d'assurance maladie, est obligée de réagir. La commission d'autorisation de mise sur le marché se réunit et le 25 novembre au matin, tous les médecins généralistes de l'Hexagone découvrent un mail avec la mention « urgent » en objet. Après 33 ans sur le marché, le Mediator est enfin retiré. Réponse d'un docteur ? Surtout urgent que les responsables de la santé publique en France se soucient un peu plus de santé et du public que de ménager certains intérêts assez extérieurs à ces préoccupations. Le labo ne fera pas appel de cette décision. 300 000 traitements sont stoppés du jour au lendemain. 300 000 personnes potentiellement sauvées d'une mort horrible, c'est plutôt pas mal, mais là, dans l'immédiat, c'est plutôt 300 000 personnes paniquées qu'il faut dépister avec des échographies cardiaques. Le truc, c'est que, en fait, ce scandale ne fait pas tant de bruit. Servier s'en sort donc sans égratignure et les victimes de la maladie sont laissées à l'abandon. Irène décide donc de raconter ses 3 ans d'enquête, de dénoncer les crasses du laboratoire dans un livre. Elle se fait aider pour ça d'un journaliste et fait relire les manuscrits par son avocat. Mediator 150 mg, combien de morts ? Paraît en librairie en juin 2010. Bien sûr, Servier attaque l'éditeur en justice et défendu par Maître Carrère, l'avocate de Servier qui arrive à convaincre la justice que la mention « combien de morts » est dénigrante. La mention est interdite sous peine de 50 € d'amende par exemplaire vendu. L'éditeur ne cesse pas faire et en plus de faire appel de la décision, il décide de republier le livre avec une nouvelle couverture. Le sous-titre est censuré parce que la question dérange et elle reste sans réponse. Enfin, si, un gars peut-être pense avoir la réponse. Le Père Noël, enfin Alain Veil, notre médecin de la Sécu. Il termine son étude et estime que le nombre de victimes du Mediator est au moins 500 personnes. L'AFSAPS refait les calculs de son côté et confirme les résultats. Le lendemain, l'information fait la une. Irène est reçue par Xavier Bertrand, ministre de la Santé, et ce dernier prend l'affaire très au sérieux. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous avons décidé avec Nora Berra de confier une mission à l'IGAS. L'IGAS, c'est la police des polices du médicament, et ils bossent bien. Ils sont chargés de rédiger un rapport sur le Mediator, et ils vont pas chômer. En 6 semaines, 261 pages et 3015 pages d'annexes. Le rapport fustige Servier et l'AFSAPS. L'affaire met en lumière les failles de la pharmacovigilance française. Des milliers de plaintes sont déposées. Et là, ça enchaîne. Les hauts cadres de Servier sont mis sur écoute. Labo, perquise, agence, perquise, domicile privé perquisitionné. Au total, plus de 20 000 documents sont saisis. L'enquête met en lumière les marionnettes de Servier. Et là, c'est tentaculaire. On découvre plein de trucs de partout. Et l'affaire Mediator devient une affaire d'État. Toute la presse s'en empare, Irène est invitée à des émissions populaires et tout cela alimente le procès en cours contre le laboratoire. Et d'ailleurs ce procès, il en pense quoi Jacques Servier ? Comment on se prépare au procès, le premier procès qui va pas tarder à arriver ? Ouais, un petit peu enchanté. Il s'éteint en avril 2014, il est toujours non jugé, grande croix de la Légion d'honneur parce que, pourquoi pas, il avait 92 ans. Derrière lui, les survivants du Mediator mènent un double combat. À celui contre la maladie s'ajoute une bataille juridique pour l'indemnisation. Cette guerre, encore aujourd'hui, elle n'est pas terminée. Sur les 8500 demandes d'indemnisation, seulement 544 sont dédommagées et pour des montants plutôt faibles. Le groupe, lui, malgré le procès, reste debout. Un procès de 7 mois, 517 heures d'audience. Le 29 mars 2021, le jugement est rendu. L'agence a failli dans son rôle de police sanitaire et de gendarme du médicament. Elle est condamnée à la peine maximale de 303
133 000 €. Le groupe Servier est quant à lui reconnu coupable de tromperie aggravée, blessure et homicide involontaire. Il est condamné à une amende de 2,7 millions d'euros, ce qui est ridicule quand on sait que le groupe fait presque 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 33 ans de prescription d'un poison, 33 ans d'impunité, 33 ans d'inertie d'un système. L'affaire du Mediator est l'un des scandales médicaux les plus marquants de ces dernières années. Et sans la détermination d'une femme, Irène Frachon, le coupe-fin tueur serait peut-être encore aujourd'hui sur le marché. Je trouvais que c'était important de revenir sur cette affaire, parce que via l'histoire du Mediator, on s'immisce dans les failles de notre système de santé. On découvre l'influence des laboratoires pharmaceutiques sur les institutions qui constituent le pilier de notre santé publique. On se rend compte aussi de l'inertie du système qui a conduit à ces années perdues face au retrait de cette molécule. L'histoire du Mediator, c'est une histoire de conflit d'intérêts dans laquelle santé et économie se livrent bataille sur le même terrain. Et puis surtout, l'histoire du Mediator, ce sont aussi des victimes qui, aujourd'hui encore, doivent batailler pour se faire entendre. Et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça s'est pas fait naturellement. À la fin, il y a une personne, il y a une femme, il y a une géante qui est au départ de tout ça. Et sans elle, l'histoire serait peut-être différente. Et ces géants et ces géantes, il faut s'inspirer d'eux. Il faut qu'on monte sur leurs épaules, il faut qu'on apprenne tous d'eux pour voir plus loin à travers l'espace et à travers le temps. En fait, le Mediator nous oblige à regarder autrement l'actualité d'Ozempic. Pas parce que c'est le même médicament, non, c'est différent, mais parce que c'est le même imaginaire. Le rêve d'un coupe-fin médical qui revient.